et bienvenue pour ce nouvel épisode de la pause Sophro, le podcast pour initier des changements pour une vie plus positive et épanouie. Je suis Anne-Maëlle, sophrologue et professeure de yoga à Rennes, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview, celle d'Enora Denis. Enora est sophrologue installée à Vannes et elle a été ma formatrice au cours de ma première année d'école de sophro à l'Institut de sophrologie de Rennes et également ma formatrice au cours de ma spécialisation en pédagogie et apprentissage. Enora fait vraiment partie de ces femmes qui m'inspirent et qui incarnent avec authenticité et joie ses enseignements. C'est d'ailleurs toujours un plaisir pour moi de la retrouver lors de supervisions et journées à thème qu'elle anime pour accompagner les sophrologues professionnels. Et elle a rapidement accepté mon invitation pour participer à ce podcast. Merci Enora et bonne écoute. Donc bonjour Enora et merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Enora Denis, sophrologue installée à Vannes, en Bretagne, depuis 15 ans maintenant. Alors, je te remercie de faire ce podcast aujourd'hui parce qu'on est en plein confinement et donc je trouve que c'est une super idée de prendre le temps de faire ça. Professionnellement, j'oscille entre des activités au cabinet, en tant que formatrice aussi, où je me déplace à l'extérieur, et puis je commence à développer l'entreprise. Ok. Et comment est-ce que la sophrologie, elle est arrivée dans ta vie ? En fait, la sophrologie, elle est dans ma vie depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'adolescente, j'ai fait la rencontre d'une femme formidable qui s'appelle Marilyn Dieu me garde, qui elle-même était installée en tant que sophrologue. Et l'été, elle réunissait tous les enfants de son cabinet pour faire des camps d'animation, sport et nature. Et donc, elle m'avait demandé d'être animatrice, moi, dans ces camps d'été. Et j'ai commencé à faire de la sophrologie par ce biais-là. Et puis ensuite, j'ai toujours continué à en faire avec elle. J'allais au cabinet, en groupe, etc. Et puis au moment de mes études, eh bien, est venu le choix et ça a été complètement évident pour moi de m'inscrire à l'école de sophrologie de Nozay où j'ai rencontré Bernard Santerre qui m'a formée à ce moment-là avec d'autres formateurs exceptionnels. Voilà. Ok, super. Et alors, du coup, pour toi, la sophrologie, c'est quoi ? Ouais, alors c'est une question qui n'est pas évidente. Quand on fait des formations, c'est une question qu'on pose beaucoup à nos élèves, on les entraîne à répondre à cette question. La sophrologie, d'abord, c'est une notion qui est importante à savoir, c'est que c'est un apprentissage. Et tu sais, dans tous les apprentissages, il y a vraiment cette notion de répétition. En sophrologie, on répète ce qu'on apprend. C'est-à-dire que c'est par les changements de niveau de conscience qu'on va travailler à vraiment aller vers une plus grande harmonie du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que c'est important d'aller vers plus de vie pour être plus proche de soi, à l'écoute de nos sensations corporelles, à l'écoute de nos valeurs. Et puis, il y a autre chose qui est important aussi, c'est qu'on est dans une démarche prophylactique. C'est-à-dire qu'on promotionne la santé. Et en fait, tu vois, au cabinet, je peux avoir des personnes qui viennent un peu dans l'urgence, quoi. Et qui, après, vont faire de la sophrologie quand ça va mal, etc., etc. Alors que la sophrologie, pour qu'elle soit vraiment efficace, on va conseiller aux personnes de le travailler régulièrement, de faire les exercices pour favoriser la santé. Super. Et du coup, comment est-ce que pour toi, comment dans ta vie, est-ce que la sophrologie, elle t'accompagne ? Elle m'accompagne depuis tellement d'années, tu sais. En fait, je me suis vraiment construite avec cette conscience de soi réflexive, là. C'est-à-dire que je pratique la sophrologie régulièrement, avec des exercices qui peuvent être... ce qui a l'avantage en sophro, c'est qu'on peut travailler autant debout que assis, on peut même se faire des séances allongées, parce qu'on acquiert des outils, on devient autonome en fait. Et moi, vraiment, hein, ce qui me plaît beaucoup, et qui est très simple, c'est de faire des lectures du corps, que je travaille autant debout, parce que debout, je trouve que ça me réénergise beaucoup, que allongé pour aller travailler le relâchement, voilà.
Et puis, j'aime bien aussi travailler sur la respiration associée à la libération des tensions inutiles ou aussi à la dynamisation du positif dans le quotidien. Hmm. Moi, quand j'ai été formée, Bernard Santerre, il disait ça souvent. L'idée, c'est de sublimer le quotidien. C'est vraiment une expression que j'adore. Et puis ensuite, bah, tu vois, en fonction de mes besoins, je vais aller bosser sur le thème de la contemplation ou sur l'espace de liberté intérieure ou sur les valeurs existentielles. C'est-à-dire que je vais piocher dans les relaxations dynamiques les choses dont j'ai besoin au moment où j'ai le temps de pratiquer. Parce qu'il peut y avoir plusieurs formats dans les pratiques. Hein. C'est vrai qu'au quotidien, j'ai tendance à faire des formats assez courts. Et puis, quand vient le week-end ou les vacances, je fais des séances plus longues. Ouais, quand on a plus de temps pour Ouais, pratiquer, on peut ouais, aller creuser un petit peu plus profondément et prendre ce temps vraiment Ah pour ouais, et soi. c'est vraiment agréable. Mais vraiment, la sophrologie dans la pratique aujourd'hui, ça fait partie de ma colonne vertébrale, quoi. C'est ce qui me maintient aussi debout. C'est vraiment un équilibre de vie. Ouais. Et c'est vraiment ancré en toi. Enfin, ça s'est vraiment ancré avec la répétition au final, au fur et à mesure Ouais, que tu as avec pu. les années. Ouais, Hmm, complètement. hmm. Donc au début, ce qui peut paraître un peu pour certaines personnes comme des exercices à faire à la maison, au final, c'est quelque chose qui s'intègre au point de devenir complètement un état d'être en fait de la personne, un état naturel et des méthodes qu'elles utilisent même plus sans forcément réfléchir. Alors ça, je sais pas trop. C'est-à-dire que pour moi, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses qui vont venir de façon beaucoup plus spontanée au fur et à mesure de l'exercice. Mm. Mais je pense qu'il est tout autant intéressant aussi de revenir à des choses qui le sont moins, c'est-à-dire de se prendre du temps pour faire des séances qui ne sont pas habituelles, ou etc., pour continuer de s'entraîner dans d'autres découvertes de la conscience. Mm. Mm. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur la conscience. Et la question de fond, c'est qu'est-ce que la conscience? Donc pour ça, on va aller travailler en sophrologie pour élargir nos capacités de la conscience. Oui, d'être toujours dans une exploration perpétuelle en fait. Ouais. Et en plus, on travaille beaucoup donc, sur la base de la phénoménologie, donc cette redécouverte de soi et de l'environnement à chaque instant. Donc, plutôt que de partir sur la connaissance et le savoir qui ne bouge pas, on va remettre les choses en jeu en permanence pour se redécouvrir à chaque instant. C'est pour ça que la pratique est importante aussi, pour garder un regard neuf quoi, sur soi. Et sur le monde qui nous entoure. Ah ouais, c'est clair. Justement, dans cette idée de sublimer le quotidien, quoi, de voir ce qui fait tellement partie de notre quotidien qu'on ne le voit plus et qui est pourtant extraordinaire, quoi. Ou juste Exactement. ordinaire, mais du coup, c'est extraordinaire. Ouais. Et tu vois, quand tu dis ça, je pense souvent aux organes sensoriels. Mm. C'est-à-dire que ça fait partie de la relaxation dynamique du 2e degré. Et en fait, souvent, quand on la travaille, le retour des personnes sont que ah bah oui, tiens, je suis au courant que j'ai des organes sensoriels, mais peut-être qu'effectivement, je n'en avais plus conscience. Et on reconscientise les choses. On remet de la concentration sur quelque chose qui nous paraissait ordinaire. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes du coup dans ton métier? Bah, c'est un peu ce qu'on décrit là, c'est-à-dire vraiment ce que j'aime dans mon métier. Moi, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à rencontrer des gens d'univers complètement différents et aussi d'âges différents. Parce que en clientèle au cabinet, je peux recevoir des enfants et puis évidemment des adultes. Enfin, le planel est très large, en tout cas au niveau des âges. Et quand je vais en formation, c'est encore un autre public. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, le moment pour moi qui est un moment privilégié où je m'amuse beaucoup et je prends beaucoup de plaisir, c'est de créer la relation. La relation, c'est ce qu'on appelle l'alliance. C'est un moment où, quand la création de l'alliance se met en route, alors la personne te donne sa confiance. Bon, c'est quelque chose que je trouve vraiment privilégié et qui me touche énormément. Donc, j'en prends soin de cette confiance, bien sûr, dans mon travail. Et ensuite, s'installent des moments d'échange. Et les moments d'échange nous permettent de donner beaucoup d'espace à l'écoute. Je travaille sur l'écoute active, centrée sur la personne, de Rogers au cabinet. Et
ça donne une dimension à nos séances supplémentaires voilà, qui enrichit énormément la technique de la sophrologie, quoi. Et qui fait partie complètement de l'accompagnement et de l'aide qu'on apporte à la personne. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que l'idée, c'est-à-dire, ça peut être intéressant, bien sûr, pour certaines personnes de faire des relaxations dynamiques par, tu sais, YouTube ou par des vidéos, etc. Oui, mais c'est pas la même chose que de consulter un sophrologue, de faire la démarche, de venir au cabinet et d'avoir ce temps d'échange, d'écoute, de prise en charge, d'accompagnement, en plus de la pratique proposée. Et du coup, toi au cabinet, les Ouais. gens qui viennent te voir, les raisons de consultation le plus fréquentes, c'est quoi? Alors, les personnes qui viennent consulter souvent consultent parce que y a un problème de gestion d'émotions. Ils veulent se connaître davantage afin de mieux gérer leurs émotions. Ça peut être aussi pour des raisons de gestion de stress ou de gestion d'angoisse. Alors en ce moment, il y a plein de gens qui consultent pour des burn-out, mais tu vois, avec le confinement, j'imagine que les gens vont être dans une obligation de ralentir et ça peut avoir des répercussions très positives sur beaucoup de personnes. Et aussi, effectivement, des choses très difficiles économiquement. Mais en tout cas, pour cette partie-là du ralentissement, je pense que ça peut être intéressant. On consulte aussi au niveau de la sexualité au cabinet, parce que j'ai une spécialisation là-dedans. On pourra en parler peut-être un peu après. Et puis aussi par rapport à l'accompagnement en général des examens, de la performance. C'est quelque chose que je travaille avec les sportifs pour les amener vers leur compétition, pour les étudiants, que ce soit brevet, baccalauréat, partiel, etc., dans les reconversions professionnelles, etc. Et puis aussi en entreprise. C'est-à-dire que la même chose en entreprise, on a des enjeux forts avec des fortes pressions. Et donc là aussi, ça fait partie des raisons de consultation. Et du coup, tu peux nous parler de ces thématiques sur lesquelles tu t'es spécialisée? Ouais, en fait, ça fait 15 ans que je suis installée et au fur et à mesure de l'exercice, j'ai trouvé ça intéressant de continuer de me former. Donc, je me forme très régulièrement, quasiment chaque année, j'ai toujours une formation en cours. La dernière formation que j'ai terminée, c'était l'année dernière. J'ai terminé un DU, pardon, c'est un DU en accompagnement de la performance. Donc, en fait, mon idée, c'était de me spécialiser dans l'accompagnement de sportifs ou de personnes, en général soumis à de fortes pressions, comme ce que je disais dans le domaine de l'entreprise, tu vois. Avec pour idée que la sophrologie accompagne la personne sur des examens, dans la gestion des objectifs de maîtrise, tu vois, vraiment dans la gestion du stress, de l'angoisse, des émotions. C'est-à-dire que les personnes vont me dire j'ai mal au ventre ou je transpire beaucoup, etc. Et la sophrologie va vraiment donner des techniques pour un meilleur accompagnement, pour que la personne puisse davantage travailler sur tout ce qui pourrait la polluer dans la préparation à l'examen. Et puis après, il y a l'autre versant qui est aussi une meilleure préparation mentale, parce que plus on va se rapprocher de l'examen, plus on va solliciter nos ressources psychiques aussi, parce qu'on va bosser en sophro. Au travers de visualisations notamment. Ouais, différentes évocations qui peuvent être, je sais pas, on imagine que ton épreuve sportive, ton examen ou alors ton échéance professionnelle est au mois de septembre. Et ben, grâce à la sophrologie et aux différentes évocations, on va y aller au fur et à mesure, par exemple. Sans aller directement sur l'élément stressant, on va commencer à s'intéresser à la situation, à, oui, pourquoi pas se visualiser à l'intérieur de la situation en travaillant sur les sensations corporelles. Et puis au fur et à mesure, bien sûr, on se rend compte que les personnes sont mieux préparées. Il faut savoir que c'est la préparation souvent qui fait le résultat. C'est l'entraînement qui compte. Le chemin et non pas le résultat, ouais. Le chemin et non pas le but. Ouais, alors ça c'est ok. Et puis, mais dans un moment stressant, c'est-à-dire quelque chose où tu as beaucoup d'enjeux, le but est aussi important. Mais le but va être favorisé dans l'examen final et dans le résultat par tout l'entraînement que tu auras fait. L'autre chose dont je voulais parler par rapport à quand tu parlais de mes spécialités au niveau de la thématique au cabinet,
J'ai fait aussi une formation il y a quelques années pour me former aux bases du sexo-corporel. Donc là, on est vraiment dans cette idée d'aider les clients à aller vers une meilleure santé sexuelle. Et du coup, au niveau de la santé sexuelle, quelles sont les problématiques avec lesquelles les personnes peuvent venir te consulter? Il y en a pas mal. Non, mais c'est marrant parce que la sexualité, on n'en parle pas beaucoup ouvertement. Et en fait, au cabinet, si tu veux, ça devient quelque chose de tout à fait, je sais pas, banalisé. On en parle beaucoup, quoi. Donc la sexualité, les gens, ils vont venir consulter parce que et ils se rendent compte que leur partenaire fait pas les choses qu'ils aimeraient pour avoir du plaisir. Eux-mêmes, par exemple, n'arrivent pas à communiquer avec leur partenaire pour savoir ce qu'ils pourraient faire. Après, dans l'acte sexuel en lui-même, eh bien, tu peux avoir des personnes qui mettent tout en œuvre pour que ça se passe bien, mais au niveau des lois du corps, donc ce qu'on appelle les lois du corps, ça peut être le tonus, l'espace interne, l'espace externe que tu occupes, ou encore le rythme dans lequel tu es, les personnes peuvent avoir des lois du corps différentes. Et donc nous, on va travailler en sophrologie à l'élargissement de nos habiletés. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour s'installer corporellement et bosser sur nos lois du corps pour avoir une meilleure sexualité? Alors, il y a ça d'une part, puis il y a quand même un autre thème dans la sexualité qui est très important, c'est la confiance en soi. Se libérer de toutes nos pensées qui sont souvent négatives par rapport à nous-mêmes, à l'autre, ou même ce qu'on peut mettre en place dans la sexualité. Donc, tout ça, c'est des pensées limitantes sur lesquelles on va travailler ensemble. Et puis, tu vois bien, hein, l'idée d'être à l'aise dans son corps aussi, de s'autoriser à, quoi. Bien sûr, ouais. Donc ça, c'est un boulot qui est intéressant parce que tu peux le bosser, en fait, très bien avec des adultes en couple, aussi avec des personnes qui sont célibataires dans leur propre santé sexuelle, et puis évidemment avec toutes les adolescents. Les adolescents, c'est un public qui est extra pour bosser avec eux sur la santé sexuelle. Ils sont en pleine découverte d'eux-mêmes. Donc c'est maintenant là qu'on va investir un corps de femme ou un corps d'homme, ou retravailler dans son genre. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est passionnant. Enfin, oui, moi, ça me passionne. C'est clair. Est-ce qu'il y a des livres que tu recommanderais sur la sophrologie, ou des livres qui t'accompagnent, qui ne sont pas forcément spécialisés, qui ne parlent pas spécialement de la sophrologie en tant que telle, mais qui t'accompagnent dans l'exercice de ton métier? Oui, alors en fait, en sophro, je pourrais recommander le grand manuel de la sophrologie parce qu'il y a de la théorie et puis il y a des exercices aussi. C'est Bernard Etchelécoux. Là, on parlait à l'instant de la santé sexuelle. Et en fait, il y a un bouquin, c'est sous forme de BD qui est assez sympa à lire. Ça s'appelle Une histoire de sexe. Tout à l'heure, on parlait des émotions, donc on en a parlé déjà toutes les deux, mais celui-là, il est très bien. Ça s'appelle Les profils émotionnels. C'est le professeur Davidson qui a écrit ça, et ça permet une meilleure connaissance de soi. C'est indispensable pour la confiance en soi et la gestion des émotions. Ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est l'approche du coup de la neuroscience, en fait. Ah, bien sûr. Ça explique les choses de manière très scientifique, en fait, et effectivement, il permet aussi de voir de quelle manière la sophrologie, entre autres, peut aider à changer peut-être ses profils émotionnels. Oui, tout à fait. Ouais, complètement. Okay. Voilà. Puis après, il y a quand même Christophe André et Museau. Donc, Christophe André, bien sûr, il est archi connu. Museau, c'est un dessinateur. Tous les deux, ils font des bouquins. Il y a Petit complexe et Grosse déprime. Et puis, il y a Petite angoisse et Grosse phobie. Alors, vraiment, ces deux-là. Moi, ils sont dans ma salle d'attente. C'est-à-dire qu'ils sont très faciles à lire. Tu les feuillettes, ils sont rigolos. Et puis, en même temps, ils sont très instructifs, quoi. Ils sont bien faits. Super. Alors, après, il y en aurait d'autres. Il y a Le pouvoir du moment présent. Enfin bref, il y en a plein d'autres. Mais déjà, c'est pas mal. Ouais, déjà, ceux-là, c'est déjà pas mal. Et dis-moi, du coup, comment les gens peuvent te trouver s'ils veulent suivre un accompagnement, une formation avec toi? Et qu'est-ce que tu proposes du coup? Vraiment, le moyen le plus simple pour me trouver, c'est d'aller sur mon site internet. En tapant Enora Denis, on le trouve, mon site internet. Et puis là, sur le site internet, il y a les formations que je propose à la maison, chez moi. Ouais. Mes coordonnées,
mes déplacements à l'extérieur quand je vais en entreprise, mon travail au cabinet, mon parcours. Bon, il y a toutes les informations dont les personnes peuvent avoir besoin s'ils veulent me trouver. Et donc les formations que tu donnes chez toi, qui sont destinées aux sophrologues déjà installés et qui permettent de travailler à la fois sur des thématiques spécifiques ou de faire une supervision en fait. Ouais, exactement. Donc tu as sophrologie émotion, sophrologie et addiction, enfin bref, il y a plein de thèmes différents qui sont abordés sous la formule d'un jour, hein. C'est assez court en fait, quoi. Parce que je travaille avec des gens qui sont déjà formés en sophrologie. Donc la formule d'une journée, bon, c'est pour avoir des nouvelles notions. Et pour les avoir suivis, enfin certains, pas tous, mais je les recommande vivement. C'est adorable. Merci. Et alors, tu vois, j'aimerais faire ça. Alors, bon, pas tout de suite, mais parce que là, on est en confinement et je trouve que le confinement, c'est un moment qui nous est aussi donné pour laisser place à la créativité. Et tu vois, plus je réfléchis à ça, plus je me dis que ce serait intéressant d'ouvrir ces thématiques-là, mais à des personnes qui ne sont pas formées à la sophrologie pour apprendre, par exemple, la gestion des émotions, non pas au cabinet en duo, mais pourquoi pas faire un groupe. Et puis, délivrer les techniques aux personnes qui ne sont pas sophrologues, mais qui sont susceptibles de les utiliser pour elles. Et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à la créativité. Ouais. Je sais que dans la formation que j'avais suivie avec toi, tu nous avais fait travailler là-dessus et j'avais trouvé ça vraiment génial. Est-ce que tu peux peut-être juste dire 2 mots sur la manière dont la sophrologie peut aider à développer cette créativité ? Oui, bien sûr. En fait, en sophrologie, on travaille sur les changements de niveau de conscience. Ok. Quand on crée, alors après, je ne sais pas si tu connais l'état de flow, mais bon, sans donner beaucoup de détails, parce que l'idée, c'est pas que ce soit trop long et barbant, mais simplement, quand on crée, on peut changer soi-même son niveau de conscience. Et parce qu'on va changer son niveau de conscience, on arrive alors comme à un moment de transe, un peu de dissociation, quoi, où on est complètement dans la création de ce que l'on fait, avec une espèce de sensation de temps suspendu. En sophrologie, quand on travaille en sophrologie, on apprend à faire ça. C'est-à-dire que on entend souvent parler de l'angoisse de la page blanche, et c'est quand est-ce que ça va venir ? Eh bien, quand on travaille en sophrologie, on va apprendre à se centrer sur soi, à être dans une nouvelle forme d'écoute de soi, dans une nouvelle forme de disponibilité à soi, avec un niveau de conscience modifié. Et à partir de là, on ouvre les portes de la créativité. Et puis, il y a une autre notion qui est vraiment importante, c'est qu'on le fait sans aucun jugement, avec cette démarche phénoménologique, où on va aller dans la création à partir de quelque chose de neuf. Donc, on est là beaucoup dans l'idée de l'autorisation. Moi, je me rappelle, du coup, pendant la formation où on devait en fait alterner du coup les pratiques en méditation, être centré sur soi et puis et on devait associer des mots préalablement, constituer une histoire et tout. Et j'étais touchée par la richesse. On était peut-être une trentaine dans la formation. Et j'ai été touchée par la richesse. Chaque histoire était différente. Et chaque histoire avait du sens et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Ouais, bah c'était un moment, ce sont des moments très émouvants. D'autant là avec la dynamique de groupe où en fait chacun se rend compte qu'alors qu'on a tendance à cloisonner nos capacités créatrices, quand on les met en mouvement, waouh, il se passe des choses qui sont magiques. Et qu'en fait, on est capable de le faire. Et le tout sans jugement, parce que bien sûr, chacun racontait sa petite histoire à la fin et était juste dans l'écoute et l'accueil, en fait. Et c'est effectivement ce qu'on développe aussi en étant dans l'écoute et l'accueil des sensations. Donc, je garde un très, très bon souvenir de cette pratique. Bah, je te remercie de le dire, c'est cool. et tu vois, quand on fait ça, en fait, on développe beaucoup de capacités. C'est-à-dire que tu développes une capacité de confiance en toi qui n'était pas forcément encore travaillée à ce niveau-là. C'est comme si
Alors, en ce moment, avec le confinement, j'écris pas mal et je dessine aussi, même si je dessine mal, mais en ce moment, j'ai des idées, etc. Et par rapport à la conscience, l'autre jour, j'ai fait un dessin où effectivement, on allait se balader dans différents coins de la conscience qu'on ne connaissait pas jusque-là. Et c'est tout à fait ce qui se passe avec ce genre de pratique. Tu vas dans certains endroits de la conscience, soit dans lesquels tu avais fermé la porte, soit, je sais pas moi, où tu as eu des mauvaises expériences, enfin bref, etc. Et là, tu peux y aller avec plaisir, découvrir qu'il est possible de le faire et du coup élargir encore une partie de toi. Le tout sans attente en plus, c'est juste, voilà, on fait et puis on voit ce qui vient, quoi. Exactement, ouais. Mm. Ouais. Non, super. Merci pour ce partage sur la notion de créativité. Ah bah avec plaisir. Du coup, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous proposer une pratique Ouais, bien d'une sûr. quinzaine Alors, de une minutes? pratique un peu en lien avec le moment quand même, hein. Ouais. Un peu en lien avec le confinement. Parfait. C'est-à-dire que dans cette pratique, la proposition, c'est d'aller travailler dans notre espace de liberté intérieure. Ok, super. OK? Ouais. Bon, quand on fait une pratique, en fait, l'idée, c'est déjà de s'installer agréablement. C'est-à-dire que pour cette pratique-là, l'idéal, ce serait de vous mettre dans une posture au bord de la chaise, le bassin légèrement à monter version. Enfin, bon, là, on va plutôt aller bosser quelque chose d'un peu classique. C'est-à-dire, je vous conseille déjà d'être dans une posture tonique. Dans une posture tonique, c'est que vous êtes assis, les pieds à plat au sol, les mains sur les cuisses sous les genoux et le dos décollé du dossier. Et si c'est plus confortable pour vous, vous avancez un peu votre bassin au bord de la chaise et vous le basculez en antéversion. Les genoux sont vers le bas et la colonne vertébrale est droite. Une fois que vous êtes installé dans cette posture, vous pouvez faire quelques mouvements corporels en prenant des repères dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Couleurs, objets, vous observez ce qu'il y a autour de vous. Puis quand vous en avez envie, vous fermez les yeux. Un moment pour accueillir les sensations du corps, du sommet de la tête jusqu'aux orteils. Sensation de la tête, du visage, la peau, les muscles, les os. Vous accueillez ce que vous ressentez à l'intérieur. Sensation de la nuque, de la partie avant du cou. Les épaules, les membres supérieurs jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux extrémités. La peau, les muscles, les os accueillent de toutes les sensations du thorax. La poitrine, les côtés, la région dorsale. Sensation de la région lombaire, les flancs. Toute la région abdominale, le ventre. Vous laissez la respiration se faire d'elle-même. Vous continuez d'accueillir les sensations. Sensation du bassin, les fesses, le périnée, les organes sexuels. La
la peau, les muscles, les os, accueil de toutes les sensations des membres inférieurs. Jusqu'au-dessus, au-dessous des pieds, jusqu'aux orteils. Conscience de la globalité du corps. En même temps, vous vous intéressez au niveau de conscience dans lequel vous êtes maintenant. Pour une plus grande présence du corps, dans la conscience, vous inspirez. Rétention de l'air, contraction de tout le corps de la tête jusqu'aux pieds. Sur l'expiration, vous relâchez, vous soufflez. Une ou deux autres fois. Respiration calme, tranquille. Vous continuez d'accueillir les sensations qui se présentent à vous à chaque instant. Vous vous intéressez au mouvement de l'expiration. Sur chaque expiration, vous évacuez les tensions inutiles du moment. Que les tensions inutiles soient physiques ou psychiques, vous les chassez loin dans le temps, loin dans l'espace, sur chaque expiration. À nouveau, vous inspirez. Rétention de l'air, contraction de tout le corps. Expiration, vous relâchez. Une ou deux autres fois. En respiration libre, sur chaque expiration, vous continuez d'évacuer tout ce que vous qualifiez de négatif dans l'instant. Vous faites de la place à l'intérieur de vous-même. Vous continuez de vous libérer de tout ce dont vous ne voulez plus maintenant, dans ce moment. À nouveau, vous inspirez. Rétention de l'air, contraction de tout le corps. Expiration, vous soufflez, vous relâchez. Une ou deux autres dernières fois.
Toujours en respiration ordinaire, vous continuez d'agrandir votre espace de liberté intérieure. Continuez encore quelques instants de libérer les tensions inutiles, physiques ou psychiques, du moment. Vous cessez. Continuez de laisser la respiration se faire d'elle-même. Et sur chaque inspiration, maintenant, vous dynamisez, vous renforcez tout ce qui est agréable pour vous dans ce moment. La moindre petite chose agréable, vous la dynamisez sur chaque inspiration. Vous renforcez le positif en vous. Sur chaque inspiration, vous dynamisez, vous renforcez tout ce qui est bon pour vous dans ce moment. Vous laissez le positif se diffuser en vous. Vous accueillez les sensations du moment, les sensations de la tête jusqu'aux pieds. Un moment d'intégration de cette nouvelle expérience. Pour terminer cette nouvelle expérience, vous renforcez, vous dynamisez les valeurs qui comptent pour vous dans ce moment de votre vie. Vous prenez conscience qu'il vous est possible d'exister plus librement, plus simplement dans l'instant. En prenant le rythme qui vous convient, vous réactivez votre tonus musculaire. Vous pouvez peut-être vous étirer comme vous pouvez bâiller. Prendre le temps de réouvrir les yeux, d'observer à nouveau la pièce autour de vous. Les couleurs, les objets. Et de vous intéresser à ce que vous ressentez maintenant.
Si on était en séance, on aurait un échange sur vos sensations corporelles, là où vous en êtes dans ce moment. Voilà. Merci Enora. Avec plaisir. Bien, merci Enora et merci à vous. J'espère que vous avez apprécié cette conversation, cet échange et la pratique qu'Enora nous a proposée aujourd'hui. Vous retrouverez toutes ces informations dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous en ligne ou en direct, ou si vous avez besoin de me suggérer des sujets pour les prochains podcasts ou des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter via Instagram @lapossophro-8podcast ou par email lapossophropodcast @gmail.com. Si vous avez aimé le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ce travail, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra également à d'autres personnes de pouvoir le découvrir. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà laissé un commentaire et une note. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.